Je tiens à remercier Cassie pour l'organisation de ce merveilleux colloque qui nous permet à David et à moi-même d'expérimenter devant le public certaines de nos lubies personnelles les plus inavouables qui toujours concernent une certaine Maria Chapdelaine. Je tiens également à remercier David, d'une part parce qu'il faut dire il est l'initiateur de ce projet de relecture critique d'un des mythes canadiens-français les plus tenaces, donc la faute lui revient, et je n'aurais peut-être jamais lu Maria Chapdelaine sans lui, si tant est que j'ai lu Maria Chapdelaine. Mais d'autre part, j'aimerais remercier David pour sa communication qui met si bien la table qu'il me semble que je n'ai absolument plus rien à ajouter à l'éventail de ces possibles destins qu'est pour nous François Paradis. Et donc, désolé d'avoir spoilé un peu tout à l'heure, mais c'est parce que tu parlais des différents personnages, j'avais mis la diapo, mais donc vous avez à l'écran un rapide aperçu de ce dont David a parlé. Donc, un rapide aperçu des différents François Paradis qui peuplent les productions culturelles québécoises, mais aussi françaises avec le film de Duvivier, le cinéaste dont le film que Hitler supposément adorait et utilisait pour faire la propagande avec Jean Gabin, et donc le film de Marc Allégret que Gilles Carle détestait. Le film, pas Marc Allégret. Comme David l'a très bien montré, un rapide examen sceptique nous indique que tous ces destins-là de François Paradis sont loin d'être équivalents et sont surtout loin de signifier la même chose. Donc voilà précisément, je crois, la force et l'intérêt, du moins l'une des forces et l'un des intérêts de la suspicion. C'est-à-dire à partir des lignes parallèles tracées par un seul personnage de fiction, certes pour ceux qui le connaissent, qui est devenu mythique, c'est pas tout le monde dans cette salle qui connaît Maria Chapdelaine. Certains doutent même que Maria Chapdelaine existe réellement, n'est-ce pas? Mais donc, à partir de ces destins-là d'un seul personnage, il est possible de penser une, voire plusieurs versions alternatives de notre culture et de notre héritage. C'est ce que je vais essayer de suivre. Je vais de suivre ces lignes-là avec vous au cours des 20 prochaines minutes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de suivre le geste critique d'un cinéaste en particulier. Donc, dans tous ces possibles-là, on va en extraire un et donc enquêter sur le destin d'un seul de ces François Paradis, avec ou sans guillemets, donc celui que l'on retrouve dans La mort d'un bûcheron, film réalisé par Gilles Carle en 1973. Donc, dans ce film, dont il va y avoir quelques diapos, je suis désolé pour... Est-ce que tu veux te tasser pour pas te casser le cou? Non, c'est correct, je l'ai déjà vu. C'est sûr, parce que ça te dérange pas de compétitionner avec Carole Laure, c'est correct. Donc, dans ce film, les personnages de Louis Aymon, comme vous le voyez à l'écran, sont catapultés une soixantaine d'années dans le futur. Donc, ils sont catapultés dans le monde moderne de la publicité, le monde du journalisme, le monde du cinéma, et même le monde d'un bar western topless en faillite via le personnage de Willy Lamotte, qu'on va voir plus tard. Grâce à cet exercice métafictionnel particulièrement coloré, pour ne pas dire autre chose, Gilles Carle va aussi reprogrammer leur destin et leurs intentions. En allant sans doute un tout petit peu plus loin que le cinéaste lui-même, parce qu'il faut bien essayer donc de détourner les choses et d'être nous-mêmes plus suspicieux que le pape, voici l'hypothèse de lecture qui guidera ma présentation du film, car c'est essentiellement une présentation du film que je vais faire aujourd'hui. Non seulement, donc, ce François Paradis, nouveau genre, celui que vous voyez à l'écran, n'est plus amoureux de Maria, qui s'appelle ici Marie Chapdelaine, avec deux E, donc non seulement le Marie qui remplace le Maria, mais le Chapdelaine aussi, c'est E-I-N-E et non A-I-N-E, pour des raisons qu'on n'a pas le temps de développer, et vous pouvez nous en parler dans 20 minutes. Mais non seulement il n'est plus amoureux, mais il tentera même de l'assassiner pour se suicider ensuite lorsqu'il prend conscience de son geste. Voilà donc le premier meurtre de La mort d'un bûcheron qui en compte au moins deux autres. Nous sommes donc servis, on va essayer de le voir aussi. Le meurtre de la figure mythique de Maria Chapdelaine par un François Paradis imbu de lui-même qui fait basculer la permanence du mythe dans l'instantanéité de la publicité et aussi dans le soupçon. Pour comprendre les raisons de ce meurtre évidemment symbolique, je vais d'abord m'intéresser aux dualités internes propres au François Paradis de Gilles Carle, d'une part, donc pour ensuite mettre l'accent sur le motif de l'enquête qui structure
tout le film, d'où l'idée qu'on est dans la séance sur enquêter. Parce qu'en effet, La mort d'un bûcheron, c'est pas seulement un film dans lequel on enquête, que les personnages enquêtent pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Tancred Chapdelaine, le papa de Marie, mais c'est un film, croit-on, qui nous pousse à devenir nous-mêmes enquêteurs pour essayer de comprendre comment un mythe littéraire porte en lui le fruit de sa propre négation, c'est-à-dire le fruit de sa propre mort. Et pour rendre à César ou à Gilles ce qui lui revient, on peut dire que cette idée-là, un peu loufoque, de vouloir retravailler l'imaginaire et de Maria Chapdelaine via la mort de François Paradis, est née du film de Gilles Carle il y a à peu près 1 an et demi. Et donc, c'est grâce à lui qu'on peut mener un geste sceptique, même si c'est un geste qui va dans d'autres directions aussi. Donc, dans La mort d'un bûcheron, qui a vu La mort d'un bûcheron ici? Oui, c'est vous, je sais. Et David aussi. Parfait. Donc, c'est bien. Donc, ceux qui, on pourrait vérifier les effets que la communication a sur quelqu'un qui a vu le film, et les autres, vous avez qu'à me croire sur parole, je dis toujours la vérité. Donc, dans La mort d'un bûcheron, contrairement à Maria Chapdelaine, il n'est plus question de permanence et de communauté, mais il est maintenant question d'exploitation et d'individualisme. Sous prétexte qu'il l'aime et qu'il veut l'aider à retrouver son père qu'elle n'a pas vu depuis l'âge de 3 ans, donc elle n'a jamais vu, François se sert de Marie pour monter dans une échelle sociale déboulonnée qui est à peu près la nôtre. Des voix qui résonnaient dans la conscience de Maria Chapdelaine à la fin du roman, il ne reste maintenant qu'un corps, celui de Marie Chapdelaine, que l'on va sans cesse, permettez-moi le jeu de mots, porter au nu, tuant ainsi à petit feu le mythe auquel ce corps s'accroche tant bien que mal. C'est la plaquette de propagande pour aller s'établir au Saguenay dont David a parlé tout à l'heure, que vous avez à votre gauche. Encore une fois, ça fait 2 fois que je montre ces images. Donc, désolé pour la répétition et pour tout le sous-texte que ça a. Donc, faisant de son François Paradis 2.0 une mise en abîme du cinéaste lui-même, parce que c'est bien François qui contrôle l'image de Marie et qui va en multiplier les clichés. Gilles Carle actualise non seulement le récit de Louis Aymon, mais on le voit un petit peu à l'écran, il actualise aussi tout l'imaginaire visuel et idéologique associé au mythe de Maria Chapdelaine, et ce, afin de l'assassiner, lui aussi, ou pour le dire autrement, pour l'épurer de son côté moralisateur. Le geste iconoclaste proposé par Gilles Carle consiste ainsi à reprendre l'une des figures les plus mythiques de notre culture afin de la désacraliser, donc de tuer le mythe qu'elle porte en elle, ce qui va bien sûr créer un nouveau mythe, ou plutôt, pour être plus dans le langage de Gilles Carle, créer des clichés. Donc, regardez la différence entre un mythe et un cliché. Je suis rendu à la bonne image, oui. Je note aussi, au passage, qu'il est pour le moins surprenant, comme en a parlé un petit peu David, qu'aucun critique, aucun interprète n'ait à ce jour pris la mesure de ce geste subversif, mais essentiellement créateur, que Gilles Carle fait subir au mythe de Maria Chapdelaine, comme si précisément il ne fallait pas toucher à une vision hégémonique du mythe. Je mentionne ça parce que dans l'ouvrage de Nicole Deschamps et compagnie, qui date de 80, il n'est jamais question de La mort d'un bûcheron, alors qu'ils avaient, selon moi, un bel exemple pour parler de la descendance d'une œuvre comme Maria Chapdelaine, parce que c'est quand même assez évident que ça reprend Maria Chapdelaine. Donc, cette passivité à l'égard des valeurs et des usages est en soi une raison suffisante, je crois, pour nous pousser à enquêter sur une œuvre comme Maria Chapdelaine, c'est-à-dire qu'il faut en faire autre chose qu'un symbole de la permanence. Pour le dire autrement, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui et ce qu'on va essayer de faire avec l'essai, il faut passer du musée au tribunal, car tous les aspects du mythe sont devenus suspects, à commencer par les personnages qui le portent.
suspense. Donc, même s'il se fait le meurtrier du mythe de Maria Chapdelaine, donc au profit d'une exploitation du corps de Marie Chapdelaine, le François Paradis de Gilles Carle demeure cependant le moins romanesque de tous les personnages présentés par David. On en prend d'ailleurs conscience dans la seconde partie du film qui a lieu en pleine campagne, alors que la première partie se déroule exclusivement à Montréal. En effet, donc, à la fin de la mort d'un bûcheron, François Paradis semble regretter son crime. Comme Pygmalion, il devient amoureux de sa créature. Il veut maintenant, après l'avoir fait jouer dans des publicités pour l'avortement ou contre l'avortement, des publicités pour le papier aussi, il veut maintenant la sortir de la vie moderne. À la fin du film, François Paradis aspire à une vie simple où il pourrait remettre sa chemise de bûcheron et vivre heureux dans les bois avec Marie, qui était donc la base du mythe chez Louis Hémon. Or, c'est là que le mythe bascule à nouveau, alors que la victime se rebelle contre son bourreau, entre guillemets. Marie va renvoyer ce nouveau François Paradis, qui est maintenant amoureux de la terre, en le poussant même jusqu'au suicide symbolique, bien sûr, si vous me prêtez cette hypothèse un peu olé-olé. Après avoir fait l'amour avec lui une dernière fois, d'ailleurs pendant que l'on enterre à côté le cadavre de Tinoir l'Espérance, la scène est montrée en montage alterné, elle lui dit simplement « Maintenant, François, va-t'en, je ne veux plus jamais te voir. » Et c'est précisément ce qu'il va faire. On ne le reverra plus après dans les minutes qui restent. La mort d'un bûcheron se termine ainsi sur la disparition de François Paradis. On retrouve une nouvelle forme de disparition de François Paradis. Non pas un François Paradis qui se serait écarté dans la neige alors qu'il tente, dis-je, de rejoindre Maria, mais un François que Marie elle-même décide de mettre dans la marge où il va volontairement demeurer, faute d'un meilleur destin. Après avoir joué le rôle du rat des villes, François Paradis redevient le rat des champs qu'il a toujours été au fond de lui-même. Mais cette transformation, qui fonctionne comme une sorte de tentative de retour au mythe originel, arrive, malheureusement pour lui, trop tard. Dans La mort d'un bûcheron, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour voir comment le signifiant François Paradis est dispersé et est travaillé à même un seul film, mais David a montré que ce signifiant-là est aussi travaillé à travers une pléthore d'œuvres différentes, que ce soit en littérature, au cinéma et sans doute même ailleurs. Donc, dans La mort d'un bûcheron, les rôles symboliques de Marie et de François ne sont pas synchronisés. À la fin du film, il retourne à l'idyllique amoureux coureur des bois, alors que Marie a fait table rase de son passé mythique pour retrouver un rapport libre à l'existence, donc pour exister indépendamment du mythe. Pour répondre peut-être d'emblée à des questions qui pourraient être posées, je crois que, et qui ne concernent pas du tout ce qu'on dit, mais, ou pas trop, je crois que l'image que Gilles Carle donne de la femme, non seulement dans ce film-là, mais dans tous ses films avec Carole Laure, est une image positive et montre justement une femme qui tente de se libérer, même si, j'en conviens, la plupart des images que je vous montre ne vont pas exactement dans ce sens-là. Mais il faut voir le film pour voir comment la magie du mouvement procède. Je pourrais en reparler après à ceux qui ne seraient pas contents. Parce que Gilles Carle rend souvent les gens pas contents. Voilà. Mais c'est Carole Laure elle-même qui choisissait ses rôles et qui lui suggérait, par ailleurs. On en reparlera. Donc, le parcours de François Paradis dans La mort d'un bûcheron est donc pour le moins sinueux. On apprend qu'il a d'abord été bûcheron, c'est ce qu'il dit la première fois qu'il rencontre Marie. Évidemment, bûcheron comme qui? Comme le père de Marie, donc comme Tancrède, pour ensuite devenir, j'aime beaucoup l'expression qui vient de lui, un bûcheron qui se serait amélioré. Donc, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un journaliste. Pourquoi pas, avant de redevenir un homme de la nature, mais cette fois-ci vidé de tout désir d'aventure. Le François Paradis de Gilles Carle illustre ainsi parfaitement la dimension mathématique du récit de Louis Hémon que David a très bien évoqué tout à l'heure. Dans tout François Paradis, c'est un peu une des morales du film, il peut se cacher un Lorenzo surprenant.
même au plus profond de la nature, il y a toujours une culture et une modernité en devenir, et inversement ailleurs. En bon enquêteur, car c'en est un, Gilles Carle semble avoir parfaitement compris ce que sont devenus pour nous, en tant que spectateurs modernes, à la fois en 1973 et en 2017, ce que sont devenus pour nous les personnages de Maria Chapdelaine. Ce sont des forces, des puissances, pour utiliser un vocabulaire très vaguement deleuzien, qui peu à peu deviennent suspectes. Pour l'enquêteur que nous aspirons tous à devenir, j'espère, l'intérêt est donc de mélanger ces forces afin d'actualiser le soupçon qu'elles portent en elles. Le doute, si on fait ça, pourra ainsi se loger au cœur même des figures auxquelles nous avions l'habitude de nous recueillir, de se loger au cœur même des mythes et des archétypes vers lesquels on allait instinctivement pour interpréter le monde qui nous entoure, parce qu'après tout, des mythes et des archétypes, ça sert à ça. Reprendre le mythe, l'adapter pour le rendre suspect à lui-même, donc tel que l'encourage Gilles Carle dans ce film-là, mais aussi ailleurs, car tous les films de Gilles Carle avec Carole Laure parlent de Maria Chapdelaine, jusqu'à Maria Chapdelaine en 83. Donc, actualiser le mythe, comme j'ai dit, pour le rendre suspect à lui-même, permet également une forme de réécriture du passé. Marie n'est pas devenue une sainte, elle a vendu son corps pour s'acheter une liberté morale. C'est un peu discutable. François Paradis n'est pas mort, il est seulement devenu insignifiant. Bon, c'est notre destin à nous tous, peut-être, les hommes, avec un geste qui a tout d'un suicide symbolique, juste disparaître mollement dans la nature et ne plus jamais revenir dans le cadre. On voit enfin Willy Lamotte caché au fond. Vous allez d'ailleurs peut-être pouvoir l'entendre chanter si oui. Donc on va pouvoir l'entendre chanter. Le casting, je fais une parenthèse, mais le casting de La mort d'un bûcheron, je vois pas la souris sur l'ordinateur, donc je dois la prendre ici, est assez flabbergastant, comme dirait Balzac, et encore aujourd'hui. Donc on a Willy Lamotte qui joue Armand Saint-Amour, on a Marcel Sabourin qui joue Eutrope / Tinois Espérance, on a Denise Filiatro, à 33 ans, qui joue Blanche Bellefeuille avec une perruque affreuse, on a Carole Laure, qui est Carole Laure. On a, comment il s'appelle, c'est Donald ou c'est Pilon, mais est-ce que c'est Donald ou c'est l'autre? Enfin, c'est Daniel, ça, donc Donald, c'est lui qui joue dans les mâles. C'est Daniel Pilon. Et on a Pauline Julien qui joue Charlotte Juillet. Donc c'est vraiment un des castings les plus touffus, les plus romanesques du cinéma québécois, et ça fonctionne encore très bien aujourd'hui, pour montrer justement la diversité des figures, parce que chaque personnage incarne une figure, non seulement Marie et François, mais tous les autres, comme on en a parlé un petit peu avec Tinoir l'Espérance. J'enchaîne sur la deuxième partie qui va être un peu la conclusion. Donc, en plus de l'assassinat de Maria Chapdelaine par François et du suicide symbolique de celui-ci, si vous êtes bon joueur, il y a aussi deux autres meurtres, je l'avais annoncé, dans La mort d'un bûcheron, et c'est sur ces nouveaux crimes que je terminerai mon exposé. Le premier meurtre est celui, comme David l'a dit, ça fait 5 fois que je mentionne comme David l'a dit, mais c'est la voie de passer en deuxième. Le premier meurtre est celui de Baptiste Coulombe, un bûcheron qui a tenté de fuir son camp après avoir contesté l'autorité des patrons anglais. C'est lui que vous voyez sur l'image de gauche, c'est pas sa position la plus glorieuse. Le second meurtre est celui de Tancrède Chapdelaine, le père de Marie, que l'on ne verra jamais dans le film. Pourquoi je mets l'image de droite? C'est que Blanche Bellefeuille, donc Denise Filiatro à l'affreuse perruque, mentionne qu'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Gary Cooper. Et pour montrer une photo de son père à Marie, elle n'a jamais vu aucune image de son père. Elle lui donne une photo de Gary Cooper. Elle fait, bon, ça y est. Et Gary Cooper, qui est célèbre, entre autres, pour ses rôles de cow-boy, ce qui, bien sûr, participe à tout l'imaginaire western qu'il y a dans ce film-là et dans tous les films de Gilles Carle. Voici comment Gilles Carle lui-même interprète l'origine des deux meurtres, donc de Baptiste Coulombe et de Tancrède Chapdelaine. Je le cite rapidement. Donc, je suis parti de 3 faits divers différents. Le premier que racontait mon père est l'histoire de Patrice, et non Baptiste. Évidemment, le nom Baptiste est loin d'être anodin. Patrice Coulombe, dont on aurait trouvé la tombe dans la forêt avec l'inscription « Mort en héros ». Le deuxième est le récit authentique d'une contestation qui a eu lieu dans un camp du nord de l'Ontario à propos de la nourriture et qui a fait 11 morts.
Le troisième vient de mon co-scénariste Arthur Lamotte, qui a réalisé le film Les Bûcherons de la Manoine ou la Marouane, je ne sais plus, film que Marie et François regardent d'ailleurs dans La mort d'un bûcheron pour peut-être voir le père de Marie comme ça qui sortirait parmi les bûcherons, qui est une très belle scène. Mon co-scénariste Arthur Lamotte qui a appris qu'il y a eu des bagarres dans un autre camp parce que Monseigneur l'évêque mangeait à table avec les patrons. Donc, condenser les faits divers, prendre 3 faits divers et en faire rien qu'un, donc comme il condense les figures du mythe et les figures des archétypes, permet à Gilles Carle de retrouver une certaine dimension mythique, ou à tout le moins de donner une certaine image de ce qu'est le mythe aujourd'hui pour lui, en 1973. D'événements isolés et anecdotiques, les meurtres de Tancrède et de Baptiste en viennent ni plus ni moins à signifier la mort de l'héroïsme. En ce sens, on retrouve un peu le côté mathématique, ils ont exactement la même fonction que la mort de François Paradis dans Maria Chapdelaine, dont la disparition indique la fin de l'aventure, pour reprendre les mots d'Isabelle Daunet. J'aime bien Isabelle Daunet enchaîner avec des images de Chainsaw, ça crée parfois des effets un peu... Je ne l'ai jamais rencontré, donc je peux bien dire ça. Donc, sans quitter le terrain du mythe, parce que vous avez vu que ma communication reprend la fin de celle de David, qui parlait du mythe, et on plonge dans le mythe. Donc, sans quitter ce terrain-là, on peut aussi interpréter ces meurtres à partir des différentes équations judiciaires que nous propose le récit mathématique de Maria Chapdelaine. Ce que je vais faire en quelques secondes. Donc, alors que la mort d'un bûcheron pose essentiellement l'hypothèse d'un François Paradis qui ne serait pas mort en héros, d'où l'idée que c'est peut-être le moins romanesque, mais qui se serait d'une certaine façon suicidé par manque d'amour, si vous êtes gentil avec mon hypothèse, Gilles Carle, en plus de faire ça, travaille parallèlement l'hypothèse d'un eutrope gagnon meurtrier à travers, comme David l'a dit, encore le personnage de Tinoir l'Espérance que vous avez à droite. Ce faisant, on retrouve la figure de François Paradis, non plus chez le personnage éponyme, qui s'appelle François Paradis, mais chez ces deux vrais héros des bois que sont Tancrède, Chapdelaine et Baptiste Coulombe. François Paradis, c'est eux. Madame Bovary, ça reste encore à débattre. Parti à la recherche de son père dans un camp de bûcherons désertique, Marie tenterait, en fait, selon cette lecture-là, de retrouver la trace du vrai François Paradis, comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire retrouver l'héroïsme originel du mythe. En effet, donc, Tancrède Chapdelaine partage plusieurs points communs avec l'aventurier de Louis Aymon. Il connaît la nature par cœur, il boit beaucoup, il aime les femmes et il n'arrive jamais à tenir en place. Comme le François Paradis mythique, Tancrède Chapdelaine a aussi un sens de l'aventure, ce qui justement le précipitera vers sa mort, à moins, c'est David qui me l'avait fait remarquer, mais dans le film, certains personnages doutent d'ailleurs de la mort de Tancrède, prétextant qu'il serait parti aux États sur le party pour boire avec des femmes, ce qui rejoint encore le mythe du premier François Paradis, mais avec une touche peut-être un peu plus moderne. Le lien entre François Paradis et Baptiste Coulombe, à vos souhaits, est une piste qu'il faut également suivre. Et c'est une piste d'ailleurs que Tancrède lui-même propose de suivre dans le film. En guise d'héritage, je vous explique la scène, donc la seule chose que Marie retrouve de son père, c'est un exemplaire qui est annoté de Maria Chapdelaine, dans lequel Tancrède a souligné le passage de la mort de François Paradis. À travers ces vieilles pages jaunies, Tancrède Chapdelaine arrive à expliquer à sa fille ce qui est arrivé à son ami Baptiste Coulombe, qui est mort car il s'est écarté. Comme Baptiste, Tancrède choisira aussi de mourir en héros en se rebellant contre l'autorité des hommes, alors que chez Louis Aymon, François Paradis se rebelle contre le destin et la nature en voulant traverser en plein hiver, je ne sais plus combien de kilomètres pour rejoindre Maria qui fait ses 1000 ave très sagement pour la paix. Dans le même exemplaire de Maria Chapdelaine, Tancrède ajoutera également ces lignes manuscrites où pourra enfin peut-être s'éclairer l'énigme de sa disparition. Parce qu'après tout au long du film, on cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce type-là. C'est ma dernière page. Donc,
Tancred écrit, merci, nous en avons assez d'être des animaux humiliés. Nous allons prendre les carabines et venger la mort de Baptiste Coulombe, notre ami mort en héros, parce qu'il voulait être libre sur la terre d'ici. D'ailleurs, être libre sur la terre d'ici, c'est un petit peu le sujet de Maria Chapdelaine. Pour faire suite à la résolution de ces deux morts, les enquêteurs vont décider de faire un banquet et même de dédier une chanson, j'y arrive, qu'on ne verra sans doute pas, en l'honneur de Tancred Chapdelaine, chanson pendant laquelle Marie, libérée de son passé, va d'ailleurs commencer une sorte de striptease improvisée. Mais vous ne le verrez pas. Et donc, c'est d'ailleurs le refrain de cette chanson à répondre qui a donné le titre à mon exposé, parce que l'on entend 20 fois plutôt qu'une cette drôle de question. Y es-tu mort, le mort? Y es-tu mort, le mort? Et la réponse varie de oui à non à peut-être. Avec son pléonasme pour le moins suspect, ce refrain peut d'ailleurs s'entendre comme le leitmotiv de tout enquêteur. Il faut douter de tout, même et surtout des morts. Meurtriers, héros, victimes et figures mythiques, tous sont potentiellement des coupables si l'on sait interpréter leur récit. C'est là que je mettrai l'extrait, que je saute. Non, on peut y aller. On peut y aller. C'est court. C'est 2 minutes. Donc, parfait. On avait fait des tests de son très poussés. Donc, vous allez voir la fin du banquet et vous allez voir l'extrait. Je pense que c'est 2 minutes 50. Donc, c'est plus 3 minutes. Donc, c'est déjà... Alors, en fait, 1 minute. On fonce. Pense à ça, si on faisait un party. Ça, c'est une bonne idée. On va s'y party. Hein? As-tu compris, tu vois? On fait un party. Tu vas t'amuser comme un petit fou. Fini la tristesse. On danse. Mais voyons donc. On est quand même pas fêter la mort de son père. Pourquoi pas? Regarde-la, elle. T'as pas de peine. Es-tu mort? Il est pas mort, là. Il est pas mort, là. Il est pas mort, là. Danser pour le faire dans la mort, pas de plus beau, hein? Ça se fait partout. Au Mexique. Ouais, en tout cas. C'est beau et naturel, hein? Ah ouais, qu'est-ce que t'attends? La plage de guitare. Comment ça? Une intellectuelle, ça sait bien faire. Moi, avec un petit coup de gin dans le gauche, je fais une bonne fois. C'est noir? Viens-tu danser? Le rêve de la soucoupe volante! Avec nous autres. Hein? Elle doit danser un petit peu. Take it off, baby. Take it off. As-tu envie de me voler mon mari? Je voulais juste montrer ça, ça continue, mais juste pour montrer, c'est comme dans les romans policiers, on retourne sur les lieux du crime, on rejoue le crime, donc Marie qui fait semblant de se faire tirer dessus comme son père, et le vrai meurtrier, lui, saute dessus comme il avait déjà tué son père. Je prends 30 secondes juste pour terminer. Mais donc, la vraie victime dans toute cette histoire, n'est-ce pas d'abord et avant tout le mythe lui-même, donc ce qu'il reste du mythe dans la culture moderne que Gicquel dépeint de manière très caricaturale, ce sont en effet seulement des fragments
et des miettes. Je vous cite une dernière fois cette parole du cinéaste, où je peux arrêter, mais vous l'avez à l'écran. On va la lire. L'histoire de Marie Chapdelaine, dis-je, à la recherche de son père est fictive, mais comme tout dans le film, elle se situe dans un monde réel, celui-là, le monde du pôle économique du papier. C'est pourquoi je montre le papier dans chaque image, ce qui est à peu près vrai. Il est présent dans la vie de tous, l'intellectuel et le bûcheron. Il est omniprésent, de la bibliothèque aux journaux, de la photo à l'imprimante électronique, en passant par les personnages, qui sont des personnages de papier, des personnages de romans. Et justement, si le mythe n'est plus que du papier déchiqueté, la voie est donc grande ouverte pour l'enquêteur, qui devra tout simplement en recoller les morceaux et le rapailler, comme a si bien dit David. Merci.